Métropole septembre 2021, exercice A, puissance rayonnée par la Lune. En 1939, les physiciens Petit et Nicholson ont étudié la température de surface de la Lune à partir de la mesure de la puissance émise par la Lune lors de l'éclipse lunaire du 28 octobre 1939. Cet exercice décrit une expérience menée au laboratoire pour déterminer la puissance lumineuse surfacique au niveau de la surface de la Terre lors d'une pleine lune. On s'intéresse d'abord à un dispositif de détection qui permet de capter la lumière issue de la Lune, puis on étudie un capteur thermique afin de déterminer la puissance lumineuse surfacique rayonnée lors d'une pleine lune sur le sol terrestre. Petit 1. Dispositif optique de détection. Pour déterminer la puissance émise par la Lune, Edison Petit a placé un capteur de température au foyer du télescope du mont Wilson. On reproduit l'expérience de Petit au laboratoire en utilisant une lunette afocale. La lumière diffusée par la Lune est ainsi concentrée sur un capteur de température fixé au foyer image de l'objectif de la lunette. L'objectif de la lunette est modélisé par une lentille convergente de distance focale f'1 égale à 101 cm. L'oculaire est modélisé par une lentille convergente de distance focale f'2. Le capteur de température se présente sous la forme d'un petit carré noir de 0,8 mm de côté. Énoncez la condition sur les positions du foyer image de l'objectif et du foyer objet de l'oculaire pour que la lunette soit afocale. Une lunette afocale donne d'un objet à l'infini une image à l'infini. Donc, le foyer image de l'objectif doit coïncider avec le foyer objet de l'oculaire. Pour que la lunette soit afocale, le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire doivent être confondus. Précisez sur le schéma de la lunette afocale, en annexe à rendre avec la copie, la position du capteur de température. D'après l'énoncé, la lumière diffusée par la Lune est ainsi concentrée sur un capteur de température fixé au foyer image de l'objectif de la lunette. Le capteur de température doit donc être situé au foyer image de l'objectif de la lunette. Le foyer image de l'objectif de la lunette, f'1, est le symétrique du foyer objet de la lunette, f1, par rapport au point O1. La distance algébrique O1 f'1 doit être égale à la distance algébrique f1 O1. Voici donc la position du foyer image f'1 de l'objectif. Le capteur est positionné en f'1. Représenté sur ce même schéma, en annexe à rendre avec la copie, le faisceau émergent issu d'une région d'un astre lointain, incliné d'un angle alpha par rapport à l'axe optique et traversant la lunette afocale. Pour que la lunette soit afocale, le foyer image f'1 de l'objectif et le foyer objet f2 de l'oculaire doivent être confondus. Positionnons donc le foyer objet de l'oculaire. Le foyer objet de l'oculaire, f2, est confondu avec le foyer image de l'objectif, f'1. De plus, le foyer image f'2 de l'oculaire est le symétrique du foyer objet f2 de l'oculaire par rapport au point O2. La distance algébrique O2 f'2 doit être égale à la distance algébrique f2 O2. Voici donc la position du foyer image f'2 de l'oculaire. Pour tracer la trajectoire du faisceau lumineux, nous allons tracer le trajet des rayons délimitant ce faisceau. Des rayons parallèles incidents arrivant sur l'objectif se croisent après l'objectif en un point du plan focal image de l'objectif, c'est-à-dire en un point du plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par f'1. Pour déterminer le point du plan focal image où se croisent les rayons, nous allons tracer la trajectoire du rayon représenté en pointillé.
Le rayon incident passant par le centre optique O1 n'est pas dévié. Le point où vont se croiser les rayons parallèles incidents est le point d'intersection entre le rayon représenté en pointillé et la perpendiculaire à l'axe optique passant par F'1. Nous pouvons déduire que les deux rayons parallèles délimitant le faisceau incident se croisent en ce point-là. Voyons comment émergent les rayons après l'oculaire. Les trois rayons représentés se croisent en un point du plan focal objet de l'oculaire. Donc, ils vont émerger de l'oculaire en étant parallèles entre eux. Afin de connaître la direction avec laquelle ces rayons émergent de l'oculaire, nous allons tracer la trajectoire du rayon parallèle à l'axe optique et passant par ce point d'intersection. Il émerge en passant par le point focal image de l'oculaire. Les deux rayons délimitant le faisceau ainsi que le rayon représenté en vert, passant par un point focal objet secondaire de l'oculaire, ressortent de l'oculaire en étant parallèles entre eux. Voici donc le trajet du faisceau lumineux. La mer de la Tranquillité est une vaste plaine circulaire facilement repérable sur la Lune. L'axe de la lunette est pointé sur le centre de la mer de la Tranquillité. L'angle sous lequel on voit cette région à l'œil nu depuis la Terre est 2 alpha égale 2,3 fois 10 puissance moins 3 radians. Pour optimiser la mesure, le capteur de température doit être au moins éclairé par l'image de la zone étudiée. Déterminer si la taille de l'image intermédiaire permet une mesure optimale. L'image intermédiaire est F'1BA. L'angle F'1O1B1 est opposé par le sommet à l'angle alpha. Donc F'1O1B1 est égal à alpha. O1B1 F'1 est un triangle rectangle en F'1. Nous avons donc la relation tangente alpha est égale à F'1B1 sur O1 F'1. Tangente alpha est égale à côté opposé sur côté adjacent. Nous en déduisons que la taille de l'image intermédiaire F'1B1 est égale à tangente alpha fois O1 F'1. Or, O1 F'1 est la distance focale de l'objectif. La distance focale F'1. Passons à l'application numérique. Alpha vaut 1,15 fois 10 puissance moins 3 radians. F'1 101 cm. Pour le calcul, notre calculatrice doit être en mode radian. Pour le vérifier, nous faisons Shift menu, donc Setup. Nous vérifions ici que l'angle est en radian. Si nous voulons passer en mode degré, nous cliquons sur F1. En mode gradient F3 et en mode radian F2. Donc là, je fais exécute, nous sommes en mode radian. Tangente de 1,15 multiplié par 10 puissance moins 3 multiplié par 101, cela nous donne 0,116 cm. Nous obtenons 0,116 cm, soit 1,16 mm. La taille du capteur est inférieure à la taille de l'image intermédiaire, sachant que le capteur fait 0,8 mm. Le capteur de température est bien éclairé par l'image de la zone étudiée, et cela permet une mesure optimale. Petit 2. Étude du capteur de température exposé au rayonnement du soleil. On étudie maintenant un capteur de température de type thermocouple de capacité thermique C. La température indiquée par ce capteur peut être reliée à la puissance rayonnée qu'il reçoit. Pour déterminer la résistance thermique R indice TH liée au transfert thermique entre le milieu extérieur et le capteur, on étudie le comportement au cours du temps du capteur
exposé directement au rayonnement solaire, sans utiliser la lunette étudiée précédemment. La température du milieu extérieur dans lequel se trouve le capteur est supposée constante pendant toute la durée de l'expérience et est notée T indice 0. L'étude est conduite entre un instant T et l'instant T plus delta T. Delta T étant supposé petit devant la durée typique de l'évolution de la température du thermocouple. À l'état initial, T est égal à 0 secondes, le capteur est dans l'obscurité et à l'équilibre thermique. Sa température est égale à T0. À T supérieur à 0 secondes, on expose le capteur à la lumière du soleil, ce qui fait augmenter sa température grand T. On note P indice lum, la puissance lumineuse reçue par le capteur, elle est supposée constante. Il se produit alors un transfert thermique du capteur de température T vers le milieu extérieur de température T0. Dans la suite de l'exercice, le capteur est choisi comme système. La puissance thermique échangée avec le milieu extérieur par le système a pour expression T0 moins T sur RTH. Commentez le signe de cette puissance. T étant supérieur à T0, T0 moins T est négatif. RTH étant positif, nous obtenons donc une puissance négative. Nous obtenons donc que la puissance thermique échangée avec le milieu extérieur par le système, par le capteur, est négative. Cela signifie que le capteur, le système, cède de l'énergie au milieu extérieur. Exprimer la variation d'énergie interne du capteur ΔU en fonction de sa capacité thermique et de la variation ΔT de sa température au cours du temps ΔT. La variation d'énergie interne du capteur est égale à la capacité thermique du capteur multipliée par la variation de température ΔT. ΔU est égal à C multiplié par ΔT. Relier la variation d'énergie interne du capteur à la puissance thermique et à la puissance lumineuse reçue pendant une durée ΔT. La variation d'énergie interne du capteur est égale à la somme de l'énergie thermique et de l'énergie lumineuse reçue. Or, pendant une durée ΔT, l'énergie thermique est égale à la puissance thermique multipliée par la durée ΔT et l'énergie lumineuse est égale à la puissance lumineuse multipliée par la durée ΔT. Divisons de part et d'autre par la durée ΔT. Nous obtenons que la variation d'énergie interne divisée par la durée ΔT est égale à la somme de la puissance thermique et de la puissance lumineuse. En déduire pour des durées ΔT tendant vers 0 que la température grand T du capteur de température, vérifie l'équation différentielle suivante. Partons de la relation ΔU est égal à C multiplié par ΔT, T étant la température. Divisons cette relation par la durée ΔT. En faisant tendre la durée ΔT vers 0, nous obtenons que le taux d'accroissement ΔU sur ΔT tend vers la dérivée de U par rapport au temps et que le taux d'accroissement delta grand T sur delta petit t tend vers la dérivée de la température T par rapport au temps. La dérivée de U par rapport au temps est égale à la somme de la puissance lumineuse et de la puissance thermique. Nous obtenons que la puissance lumineuse plus la puissance thermique est égale à C multiplié par la dérivée de la température par rapport au temps. Intervertissons les deux membres, nous obtenons que C multiplié par la dérivée de la température par rapport au temps est égal à la somme des puissances lumineuses et thermiques. Divisons chaque membre par grand C. Remplaçons la puissance thermique par T0 moins T sur la résistance thermique. Nous obtenons donc que la dérivée de la température par rapport au temps est égale à la puissance lumineuse divisée par C plus T0 moins T, le tout divisé par C multiplié par la résistance thermique. Enfin, la dérivée de la température par rapport au temps
est égal à la puissance lumineuse reçue divisée par C, plus la température T0 divisée par le produit de C et de la résistance thermique, moins la température T divisée par le produit de la capacité par la résistance thermique. Plaçons les termes dépendants de grand T dans le membre de gauche et nous obtenons l'équation différentielle vérifiée par la température grand T. Lorsque la température finale est atteinte par le capteur au bout d'une durée suffisamment longue, l'expression de la puissance lumineuse est P lumineuse est égale à T infini moins T0, le tout divisé par la résistance thermique, avec T infini la température finale atteinte par le capteur. Retrouvez cette expression à partir de l'équation différentielle de la question 2.4. Au bout d'une durée suffisamment longue, la température grand T est constante et vaut T infini. On en déduit que la dérivée de la température par rapport au temps est nulle. Lorsque la température finale est atteinte par le capteur au bout d'une durée suffisamment longue, la dérivée de la température par rapport au temps est nulle. Remplaçons grand T par T infini dans l'équation différentielle. Le premier terme, dérivée de la température par rapport au temps, s'annule puisque la température est constante. Nous obtenons que T infini divisé par C fois RTH est égal à la puissance lumineuse divisé par C plus T0 divisé par C fois RTH. Exprimons la puissance lumineuse. La puissance lumineuse est donc égale à T infini moins T0, le tout divisé par RTH. On admet que l'étude expérimentale permet de déterminer la valeur de la résistance thermique. Résistance thermique est égale à 3 fois 10 puissance 4 Kelvin par watt. Petit 3. Mesure de la puissance surfacique au niveau du sol terrestre lors d'une pleine lune. Pour déterminer la puissance surfacique phi-lune au niveau du sol terrestre lors d'une pleine lune, on place ce capteur au foyer image de l'objectif d'une lunette. La puissance lumineuse reçue par le capteur est amplifiée d'un facteur 500 par la lunette utilisée. On relève la température du capteur au cours du temps. La température se stabilise au bout de 250 secondes et on mesure T infini moins T0 est égal à 4,2 fois 10 puissance moins 2 Kelvin. Sachant que la surface exposée du capteur utilisé lors de l'expérience est de 5 fois 10 puissance moins 7 mètres carrés, et évaluer la puissance surfacique phi-lune au niveau du sol terrestre. Comparez ensuite la valeur expérimentale à la valeur surfacique moyenne obtenue au niveau du sol terrestre lors d'une pleine lune. Phi-lune est égal à 5 mW par mètre carré. La puissance surfacique de la Lune est la puissance lumineuse de la Lune divisée par la surface du capteur. La puissance lumineuse de la Lune est 500 fois plus petite que la puissance lumineuse reçue par le capteur. La puissance lumineuse reçue par le capteur est égale à la température finale moins la température initiale divisée par la résistance thermique du capteur. Passons à l'application numérique. Nous obtenons que la puissance lumineuse surfacique de la Lune obtenue expérimentalement est de 5,6 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Comparons cette valeur à la puissance lumineuse surfacique mesurée lors d'une pleine lune à la surface de la Terre. Pour cela, calculons l'écart relatif entre la puissance surfacique de la Lune obtenue expérimentalement et la puissance surfacique de la Lune mesurée à la surface de la Terre. Nous obtenons un écart relatif de 12%. On peut considérer que l'expérience menée au laboratoire pour déterminer la puissance lumineuse surfacique au niveau de la surface de la Terre lors d'une pleine lune est concluante.